Cerno, une anti-enquête, 12e épisode. J'ai souvent rêvé que Madame Secaresco trouve une forme de place ailleurs que dans ma mémoire. Continuez à suivre la départementale 152. Je ne peux qu'apprécier votre projet, avoir envie de transmettre ce qu'il me reste d'elle. Bonjour, entrez, Julien, entrez. bonjour. Jeanne est en train de faire un gâteau au chocolat. Mademoiselle Secaresco, pour moi, c'est quelqu'un de très fondateur, en fait. Je pense qu'elle a contribué à modeler ce que je suis. Elle avait noté quelques-uns des vœux qu'elle avait de transmettre à un certain nombre de ses élèves, donc des choses. Je n'avais pas compris qu'elle avait été assassinée. C'est là que j'ai su qu'elle avait été assassinée. Il filait ses victimes jusque chez elle. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Elle me hante, en fait, depuis toujours. On verra bien où cette histoire me mène. Elle me hante, en fait, depuis toujours. Malgré un accès protégé, malgré la présence d'un concierge, Madame Secaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Aujourd'hui, nous avons des leçons à apprendre de cette atroce affaire. 3, 2, 1. Et alors, Aubervilliers, dans les années 60, c'était comment ? Je pense que c'était très différent. C'était encore une certaine forme de ruralité. Il y avait encore une ferme dans la rue dans laquelle j'étais. Et on allait chercher du lait frais. Voilà, donc je viens d'une famille un peu hétéroclite, parce que les parents de maman sont des migrants polonais. Et de l'autre côté, ils étaient des migrants ruraux. Et je suis née dans un milieu à la fois très ouvrier, très petit niveau de vie, mais à la fois très intéressée par l'autre, par le côté migrant, et très intéressée par la culture, par la famille de mon père. Et Mademoiselle Secaresco est venue développer et nourrir tout ça. Alors, on va commencer par les deux photos. Alors, voilà, donc Mademoiselle Secaresco à l'époque de mon père. Donc on la voit en fait debout, Oui. Au milieu de ses élèves. Oui. C'est une femme brune qui les regarde de façon attentive. Oui. Elle était très très passionnée, je pense. Voilà. Et ça, c'est une classe de ma génération. C'est l'année d'avant, je pense, ou l'année de... Donc vous n'êtes pas sur la photo ? Non, je ne suis pas sur la photo. Donc là, elle est un peu plus âgée. Elle est un petit peu plus âgée. Elle est telle que moi, je l'ai connue. Elle a toujours ce même physique, cette même coupe de cheveux qu'elle a gardée tout le temps. Et c'est la classe que j'ai connue avec ses petits encriers, cette toile cirée, les porte-manteaux au fond de la classe. La porte de la cour était là, et donc moi je devais être au 2e rang, 3e rang peut-être. J'avais ce genre de petite bouille. Elle n'était pas spécialement chaleureuse, pas spécialement extravertie. Elle avait un physique vieillot. Elle n'était pas spécialement féminine. Elle avait vraiment un physique qui était resté bloqué dans le temps, quoi. Jusqu'à la fin, les dernières fois où je l'ai vue, quoi. Elle avait l'air un peu sévère, peut-être ? C'est quelqu'un qui était strict, oui. Elle avait aucune féminité, elle a toujours eu cette apparence. Elle avait un vieux manteau, pour elle, il était tout à fait opérationnel, en poil de chameau, très rustique, mais qui était extrêmement chaud, donc elle avait ce format pas du tout féminin, quoi. Le manteau était couleur camel, quoi, comme poil de chameau, et elle avait toujours ce type de blouse, de robe. Croisée comme ça. Là, sur la photo où elle est plus jeune, je la trouve féminine. Oui, peut-être encore. Je la trouve belle. Oui, elle avait en tout cas une carnation magnifique, quoi. Donc, parce qu'elle était justement pas du tout habituée à mettre des produits divers et variés, et elle avait une carnation qui était très très belle. Elle avait des cheveux qui grisonnaient, légèrement ondulés, comme là, et toujours coupés comme ça, toujours avec une petite barrette. Toujours. Elle n'a pas changé sur ces 10 années, enfin presque 10 années où je l'ai connue, quoi.
Elle a fait ses humanités, c'était vraiment cette phrase-là qu'on utilisait quand des jeunes gens faisaient leurs études au-delà du bac. Donc elle avait cette connaissance globale, quoi, bien qu'elle n'ait pas eu de vie, de famille autre que celle qu'elle a eue avec sa maman, elle avait quand même une connaissance globale de la vie, quoi. Une richesse à partager et un don constant. Quand je suis entrée en 6e, elle m'a proposé d'anticiper les cours de latin qui arrivaient en 5e normalement. Et jusqu'en terminale, elle est venue très probablement 2 fois par semaine, donc pour aborder tous les sujets scolaires que nous avions. Alors ça a commencé par le latin, donc c'est vrai que j'ai été passionnée par le latin, j'avais un bon niveau par la force des choses. Je faisais d'abord ça avant tout le reste quand j'avais des devoirs à faire. Et puis après, au fur et à mesure des devoirs que j'avais, elle m'a soutenue en anglais, même si elle avait un accent terrible. Elle m'a soutenue en SVT, elle m'a soutenue en philo, elle m'a soutenue pour le bac français. Elle m'a soutenue vraiment sur toutes les matières. Je crois que ça fait partie des humanistes qui avaient une formation pareille, comme on ne la connaît plus aujourd'hui. Elle apportait des articles de journaux qui parlaient de beaucoup de choses, qui m'ont ouverte sur autre chose que ce que je vivais à la maison, quoi. Et je pense qu'elle m'a aussi beaucoup soutenue dans une adolescence qui n'était pas forcément évidente. Et du coup, elle a posé pas un cadre, parce que je sais pas quel mot utiliser, une sorte de contenant qui m'a permis de grandir en me détachant un peu de ce que je vivais moi, quoi. Et en m'ouvrant sur des tas de possibles aussi. Donc pour moi c'était un temps salvateur, parce que ça me sortait de mes histoires de famille qui n'étaient pas faciles. Donc voilà. On a travaillé des philosophes anciens, j'ai découvert des tas de choses. Je me souviendrai toujours de cette découverte de combien la mort c'était difficile pour les survivants, mais pas pour ceux qui étaient morts, quoi. Donc, alors quel auteur a dit ça? Ça m'a fait travailler là-dessus, ça je ne me rappelle plus. Mais Vous avez travaillé là-dessus? Oui. J'ai mis du café sur ma photo. Voyou. Non, c'est toi. Votre mari qui me sert du café. Voilà, et donc les souvenirs que j'ai, c'est ça. C'était quelqu'un de très paisible aussi, donc c'était un temps une certaine lenteur de temps. Mais c'est un aspect au temps aussi qui permettait l'introspection, qui permettait la réflexion, qui permettait de ne pas se précipiter. Toutes sortes de choses qui sont aussi constitutives pour moi, je pense. C'était des bons moments pour vous, en fait? Oui. Pas jugée, je me suis jamais sentie jugée. C'est ça peut-être aussi qui m'a nourrie. Je pouvais avancer même si je me trompais, même si j'étais pas au point, même si j'avais pas fait, même si j'étais fatiguée, Et je pense qu'elle ressentait les difficultés de mon adolescence, et que quelque part elle s'était peut-être donnée aussi comme devoir d'être ce tuteur-là, quoi. Après, moi, je l'ai un peu abandonné. Par contre, après le bac, c'est vrai que j'ai eu envie de vivre autre chose. J'étais un peu enfin une adolescente et je vivais enfin des choses. Voilà, donc j'ai un peu oublié Mademoiselle Secaresco. Je découvrais la vie parce que j'avais quand même été un peu sous cloche dans ma vie à Aubervilliers. Et là, je sortais d'Aubervilliers. Je découvrais autre chose et c'était vraiment très palpitant. Donc il a fallu vous séparer en quelque sorte de Mademoiselle Secaresco. Oui. Qui était une figure du passé pour vous, en fait. Oui, probablement. C'est plus à ce moment-là qu'elle m'a invitée donc à découvrir son quartier, mais je l'ai fait une fois et je n'ai pas su le faire une deuxième fois, alors qu'elle était vraiment très demandeuse. Elle me hante en fait depuis toujours. Je l'ai toujours en tête, Mademoiselle Secaresco. Je l'ai toujours avec ce petit minois là qu'elle avait. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment constituant de ma vie, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous savez de son histoire? Parce qu'elle a un nom roumain, je pense. Oui, alors j'ai cherché, parce que j'avais pas pris le temps de l'interroger. Puis c'est des choses qu'on faisait pas quand on était de ma génération. On n'interrogeait pas les adultes, on accueillait ce qu'ils nous disaient, mais on n'allait pas leur dire « Et pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça ?» comme le font nos jeunes gens aujourd'hui, quoi. Donc je sais qu'elle vivait seule avec sa maman dans un appartement dans lequel j'étais allée moi, avant qu'elle ne meure, donc 60 boulevard de Clichy.
qui était un très bel appartement. Mais en fait, elle n'a pas toujours vécu là. Avant, elle vivait rue de Lubeck. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Boulevard de Clichy cette fois. Madame Segaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. Comment elle est arrivée en France, je ne sais pas. Comment ses parents sont arrivés en France. Je sais que sa maman a élevé seule sa fille. J'ai retrouvé dans les archives de la ville de Paris des demandes d'aide que faisait la maman pour que sa fille puisse obtenir des bourses pour poursuivre sa scolarité. Et en fait, j'ai retrouvé, je pense, la scolarité de mademoiselle Segaresco au sein du lycée Molière. Voilà. Qui était où ? Rue du Renelac, je pense, dans le 16e. Le lycée Molière, c'est quand même... j'ai cherché aussi pourquoi le lycée Molière, s'il y avait des traces. Et en fait, non, le lycée Molière a accueilli les premières élèves filles, leur a permis, les premières à passer leur baccalauréat, a accueilli pas mal de réfugiés polonais et roumains, effectivement, entre les deux guerres. Voilà tout ce que j'ai trouvé, mais après, ça s'arrête là. Elle s'était jamais mariée ? Non. Elle avait consacré sa vie à ses études ? Je pense qu'elle a consacré sa vie, pour quelle raison ? À sa maman aussi, et à ses élèves. Puisqu'elle est venue donc à la maison de façon totalement bénévole. Maman lui a juste offert la carte orange, qu'on appelait carte orange à l'époque, Navigo aujourd'hui, mais voilà, c'était totalement désintéressé et gratuit, quoi. Donc c'était probablement ce qu'on appelle une vieille fille ? Oui, tout à fait. Elle en avait le profil, hein, quand vous la voyez. Est-ce qu'il y avait un homme dans sa vie ? Est-ce que... Ou une femme ? Ben, peut-être. Peut-être que c'était plus des femmes. Peut-être. Oui, peut-être. Mais c'était probablement des choses qui existaient et peut-être que Mlle Segaresco avait ces amours-là, j'en sais rien. J'ai aucune idée, non, je sais pas. Est-ce qu'elle a eu effectivement des liaisons homosexuelles qui ne pouvaient pas s'exprimer ? Est-ce qu'elle a connu Je pense qu'elle a voyagé en Angleterre quand elle était préceptrice, qu'elle a été au père. Est-ce qu'elle aimait beaucoup l'Angleterre ? Elle aimait beaucoup ce qui venait de l'Angleterre. Donc est-ce qu'elle a eu là-bas un attachement qui n'a pas pu survivre à ces périodes-là ? Il y a un mystère quand même. Oui. Un mystère demeure Oui. autour de cette femme. Oui. Après le bac, vous avez pris un peu vos distances avec mademoiselle Segaresco ? Oui. Et on était restés un petit peu en contact. On a beaucoup correspondu. Beaucoup correspondu. J'ai été en fait contactée dans les années 85, je pense, 84, par un généalogiste. J'étais très surprise de recevoir ce courrier et en fait qui me convoquait chez mademoiselle Segaresco, donc après sa mort. Et elle avait vraiment noté qu'elle me transmettait les semaines de Suzette, les contes. Voilà. Les contes de la table ronde. Alors il y en a toutes sortes, hein, parce qu'il y a les contes du Moyen-Âge, les contes de l'époque romaine, les contes, tous les contes. C'est toute une série, il y en a de tout, sur tous les sujets. Et moi, c'est tous les anciens volumes qu'elle avait, elle, chez elle, et qu'elle m'avait légués. Pourquoi elle vous a légué ça ? Parce qu'elle savait que j'aimais lire, savait que j'avais eu plaisir à lire ces livres-là. Plein de poussière. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton, alors ? Alors, dans ce carton, il y a... Alors, ceux-là ont probablement plus de valeur, mais... C'est d'énormes livres très anciens. C'est toute une série qui s'appelle « Les merveilles de l'industrie ». Elle savait que je serais particulièrement attachée à ces livres-là et que j'en ferais bon usage. Elle n'avait pas d'enfant ? Non. Mais du coup, quelque part, Oui, elle en avait. Elle en avait plusieurs. Là, il y a un marque-page. Oui. Ah ben, comme ça, on a l'adresse, l'appartement exact. Escalier 2, 3e étage, Pas eu. 2e gauche. Elle nous laisse des indices. Mm. Vous avez été dans cet appartement vous-même ? Oui. C'était comment ? Très sombre parce que plein d'objets, plein d'amoncellements, plein de piles. Et alors,
aussi parce que le souvenir que j'en ai, c'est quand elle a été assassinée. Donc Mademoiselle Trubien avait refait un petit peu d'ordre après son assassinat. Donc je pense que les piles étaient aussi liées à ça. Voilà, donc oui, c'était un grand... Enfin, moi, il me paraissait grand, comme je venais d'Aubervilliers, il me paraissait grand. Et c'était un lieu magnifique, mais après, voilà, pas mis en avant, ça c'est clair. Parce que envahi de choses, d'objets, voilà. Ça veut dire qu'elle s'intéressait aussi à plein de choses. Oui. Elle avait une culture voilà, complète et totale. C'était violent. C'était violent d'imaginer... voilà, comme on savait quand même que son meurtre avait été particulièrement ignoble et que pour lui soutirer ce qui vaut rien, parce que les quelques bons du trésor qu'elle avait, c'était vraiment... Déjà à l'époque, c'était une valeur nominative. Bon, pour quelqu'un aux abois, effectivement, ça représentait... je ne sais plus combien, 10 000 francs. 10 000 francs aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça représente, mais rien, quoi, vraiment rien. 1 500 €. Voilà. Bon, à l'époque, c'était une somme. Oui, 10 000 francs, oui, bien sûr, mais en même temps, c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, faire tout ça pour ça, c'est terrifiant, quoi. Peut-être qu'il y avait quelque chose derrière. On se demande pourquoi il tuait, en fait, ce Thierry Paulin. Oui. Je me suis demandé si elle avait... connaissance de lui avant, parce que c'est quelqu'un qui fréquentait le quartier, donc est-ce qu'il avait éveillé en elle une certaine forme d'intérêt, de sympathie, puis que du coup elle s'intéressait à lui, qu'elle essayait d'en tirer autre chose que ce qu'elle voyait, quoi. Peut-être, je ne sais pas. Pour qu'il ait connaissance d'elle, qu'il ait pu entrer dans cet appartement, dans cet immeuble, pour qu'il ait pu savoir qu'elle avait... Est-ce que c'est simplement les tortures qui ont fait que... Je sais pas. Donc j'ai lu qu'elle faisait ses courses tous les jours à 12h30. Oui. Alors voilà, c'est ça. Par contre, ça devait être quelqu'un qui faisait, comme beaucoup de personnes âgées, toujours les choses à la même heure, au même moment. Est-ce que c'était juste l'observation d'une répétition qui a fait que c'est lui qui s'est intéressé à elle? Je sais pas. Il a sûrement observé. Mais bon, j'ai pas la réponse. Oui, c'est comme si... cette générosité qu'elle avait, l'avait tuée, en fait. Elle avait eu raison d'elle. Tout à fait. C'est ça que je me suis dit. Ouais. Il n'y a pas de réponse. Et vous, comment vous avez vécu avec ça? Parce que ça fait 35 ans, cette histoire. J'imagine que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas oublier, qui vous a posé beaucoup de questions. Non, ce qui est perturbant, c'est bon, je le sais, je sais que ça fait partie de sa vie. J'ai cette... grâce au latin, j'ai cette distance avec la mort, en fait, qui fait que, voilà, une fois qu'elle est partie, c'est plus pour nous, les vivants, que c'est difficile, et c'est que faire de tout cet héritage, voilà. Ma question est plus là. Après, je suis désolée que c'était dans de telles circonstances qu'elle soit morte, parce qu'elle le méritait vraiment, vraiment pas. Voilà, ça reste là, comme ça, dans cet état-là un peu brut, et... Ce qui me perturbe, c'est plus, voilà, que faire de cet héritage, À votre avis? Ce qu'on est en train d'en faire là. Nadia, quelle femme vous êtes devenue? Je sais pas. Une petite chose. En fait, j'ai l'impression que vous êtes devenue... Peut-être que vous l'avez toujours été, mais moi, je vous ai pas connue. Vous avez ce souci d'être une bonne personne. Oui, un peu trop. Probablement un peu trop. En fait, je me dis, est-ce que vous auriez été la même personne si vous n'aviez... Non. Vous n'attendez même pas la fin de ma question. Non, je pense qu'elle a vraiment été constitutrice de ce que je suis. Une colonne vertébrale, quoi. On a eu beaucoup de mal à avoir notre première fille. Et il s'est fallu 5 ans avant qu'elle arrive. Et on avait des amis très proches qui nous interrogeaient beaucoup sur la fécondité des relations.
Et effectivement, la fécondité de quelqu'un, c'est pas seulement d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille, c'est aussi une fécondité de transmission comme Mademoiselle Secaresco, ça peut être une fécondité artistique, ça peut être... Il y a plusieurs formes de fécondité, c'est pas simplement donner naissance. Finalement, ça veut dire que cette dame, Mademoiselle Secaresco, est encore vivante en fait à travers vous. C'est très fort. Quand je dis elle me hante, c'est voilà, elle est là quoi. Je ne suis pas grand-chose, mais j'ai effectivement des rencontres comme ça qui sont énormes, quoi. Énormes. Trois, deux, un. Je suis rue Victor Massé, dans le 9e arrondissement. C'est près de la rue des Martyrs. Alors voilà, ça fait quelques jours que j'ai vu Nadia, l'élève de Mademoiselle Secaresco. Il y a quelque chose qui m'a troublé dans ce qu'elle m'a dit, c'est que peut-être que Thierry Paulin connaissait Mademoiselle Secaresco avant le meurtre. En me documentant un peu, je me suis rendu compte que Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin habitaient un hôtel rue Victor Massé. Voilà, et là je suis dans la rue Victor Massé et je vois le boulevard de Clichy où habitait Mademoiselle Secaresco. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être qu'ils se connaissaient du quartier. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. À suivre. Merci pour votre écoute et vos nombreux messages. Si vous appréciez cette anti-enquête, si vous voulez qu'elle continue, vous pouvez désormais y contribuer et participer en vous rendant sur patreon.com/Cerno. Vous aurez même droit à des bonus. C'est pas vrai? Toute la musique a été composée par Théo Boulanger, dont je vous recommande le podcast Jardin d'hiver. Je l'aime beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain. Ah non. Et n'oubliez pas... Il faut toujours croire en l'être humain.